Nous avons le grand plaisir de recevoir Frédéric Hanin, qui est le directeur des ressources humaines, DRH Transformation RH et Performance durable des organisations de la MNT, c'est-à-dire la Mutuelle nationale territoriale. Quelques points de contexte. Le phénomène que les Américains appellent la Great Resignation ou le Big Quit semble se propager en France. Cette éventualité, ajoutée à celle du manque d'attractivité du secteur de l'assurance, ne vont-elles pas, boostées par les crises successives, notamment par le Covid bien sûr, générer une pénurie de talents, voire une guerre des talents pour notre secteur? La guerre des talents, est-ce une réalité pour le secteur de l'assurance? C'est bien le thème de notre entretien. Ravi de vous accueillir, Frédéric, pour parler de ce sujet passionnant. Ravi aussi. Bonjour. Alors, Frédéric, la première question, est-ce que selon vous, il y a de nouveaux besoins pour les collaborateurs aujourd'hui au sein de la MNT ou au sens global dans l'entreprise? Alors, je dirais que les besoins des salariés, ils sont éternels d'une certaine façon. Hein. Ce sont des besoins de reconnaissance. Ce sont des besoins de pouvoir expérimenter des choses, de pouvoir développer des compétences, d'être reconnus pour cela. Donc ces besoins, ils ont toujours existé, ils existeront toujours tant que le facteur humain existera dans l'entreprise. Après, il est évident que la période que nous avons vécue, toute la séquence Covid, confinement, déconfinement, expérimentation accélérée du télétravail, ça a permis à toute une série d'équipes, de salariés, de managers, de pouvoir toucher à des modes de fonctionnement différents de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Plus autonomes, plus en capacité de prendre des décisions proches du terrain. Et de ce fait, ça a pu effectivement renforcer un certain nombre de besoins qui étaient au moins latents, hein, qui existaient déjà, mais ça a pu les développer et les rendre de plus en plus importants effectivement au sein des équipes. D'où aussi ce phénomène qu'on constate dans l'assurance comme ailleurs, d'une certaine impatience, je dirais, à pouvoir se développer, exercer des responsabilités nouvelles, ce qui peut se traduire d'ailleurs par des départs et des démissions. Très bien, très bien. Et on parlait de la technologie tout à l'heure, avant que l'on commence cet entretien. Comment la technologie a été peut-être un accélérateur de bien-être, de performance ou d'isolement des collaborateurs? Alors, à travers la technologie, je pense qu'on peut évidemment avoir à l'esprit, là encore, toutes les architectures informatiques qui ont permis le télétravail massif que nous avons connu. Alors, c'est évidemment un double tranchant, c'est-à-dire que ces technologies permettent du travail en distanciel et donc permettent d'augmenter, pour une part, l'autonomie d'organisation de toute une série de collaborateurs au sein des entreprises. Après, comme vous le dites, c'est aussi un facteur d'isolement parce que ça peut fragmenter les équipes, les distancier et surtout rendre plus difficile toutes les relations informelles qui existaient auparavant, qui existent encore heureusement aujourd'hui, sur le lieu de travail. Donc il y a ce double impact, à la fois, c'est ce que j'évoquais à l'instant, d'expérimentation d'une autonomie accrue dans son poste de travail, parce qu'on est chez soi, on peut s'organiser davantage comme on veut, on n'a pas le regard du supérieur hiérarchique sur soi, j'ai envie de dire, en permanence. Mais effectivement, ça casse aussi ces collectifs de travail, ces relations d'équipe qui sont extrêmement importantes pour le bien-être au quotidien, parce que le bien-être au travail, c'est peut-être avant tout d'ailleurs un bien-être relationnel, c'est de pouvoir développer, avoir des bonnes relations avec ses pairs, avec ses collègues, mais aussi ça a pu endommager, j'ai envie de dire, la part de créativité qui est intimement liée à ce que j'appelle ces relations informelles. Très bien, merci beaucoup. Et si on parle maintenant du talent à l'extérieur de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui on a un accès plus concurrentiel aux talents? Est-ce que c'est plus difficile d'aller les chercher et ensuite de les fidéliser par rapport à il y a quelques années? Alors, d'aller les chercher, peut-être pas, parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui existent, de facilités d'accès. On pourrait parler de… Alors, ça serait un sujet en soi. Hein, il y a des plateformes aujourd'hui qui existent. On utilise même de plus en plus des algorithmes d'intelligence artificielle pour augmenter le panel de candidats potentiels, ce qui peut être très positif. Hein. Je dirais qu'il va y avoir de plus en plus de difficultés à les garder, à les fidéliser.
parce qu'on peut vendre l'image d'une entreprise, on peut attirer des candidats, ça, ce n'est pas forcément facile, mais ça peut se réaliser. Il est plus compliqué, effectivement, de rendre cohérent la réalité du travail au quotidien, l'organisation du travail, les promesses avec ce qui a été vendu au départ. Bien sûr. Et comment ça se traduit concrètement à la MNT? Comment vous faites justement pour réussir à fidéliser vos talents? Alors, nous travaillons beaucoup et de plus en plus sur l'organisation du travail, donc en capitalisant par rapport à l'expérience évidemment du confinement. Donc, on a une expérimentation accrue du télétravail. On accompagne les équipes et les managers de façon à ce que cette augmentation du télétravail puisse se combiner de manière la plus harmonieuse possible avec, malgré tout, l'esprit d'équipe, avec les relations et le collectif de travail. Et puis, on essaye surtout de créer de plus en plus j'ai envie de dire, d'espaces d'expérimentation. C'est-à-dire, ma conviction, c'est que le bien-être au travail et la motivation, c'est offrir à nos collaborateurs et à nos équipes des possibilités d'initiative. Parce que l'être humain, il est fait comme ça, il a envie effectivement d'avoir des responsabilités, de l'autonomie, de pouvoir compter dans l'entreprise. Et je pense que c'est de plus en plus la responsabilité des directions des ressources humaines que d'offrir des espaces justement à nos salariés de façon à ce qu'ils puissent proposer des choses, qu'ils puissent être force d'initiative de manière évidemment sécurisante pour eux. Très bien, très bien. Et du coup, y a-t-il peut-être un état d'esprit ou un mindset qui va faire que la relation employeur-collaborateur va perdurer? Est-ce qu'il y a selon vous des points clés à garder en tête ou que vous-même, en tant que DRH, vous avez vis-à-vis de vos collaborateurs pour vous assurer de ce bel équilibre? Alors, cette question d'état d'esprit, vous avez raison de l'évoquer parce qu'elle est fondamentale. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle d'expérimentation, d'être force d'initiative, encore faut-il le faire de manière sécurisante. Oui. Si on anticipe des sanctions parce qu'on prend des initiatives, on ne va pas en prendre. Non. Donc, il y a tout un travail effectivement à faire sur cet état d'esprit et c'est ce qu'on appelle couramment la confiance. C'est-à-dire qu'il faut donner à nos salariés le sentiment qu'ils vont pouvoir être en condition d'apporter des choses, de proposer des choses, d'expérimenter avec un certain droit à l'erreur, à définir, à préciser les contours. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit véritablement de préciser ce qui peut être fait. Et cette confiance, elle ne peut se développer que par justement la construction de ce que j'évoquais, ces espaces d'expérimentation de plus en plus importants. Donc il ne s'agit pas de commencer d'une manière globale, mais de démultiplier les possibilités pour des équipes variées, eh bien de tester des choses et de proposer des choses. Donc c'est véritablement par l'action et l'expérience qu'on peut développer ce genre de choses et non pas par des incantations qui évidemment vont s'épuiser très vite. Bien sûr. Et vous parliez tout à l'heure de la force du collectif. C'est comment l'entreprise peut, au-delà du one-to-one, fédérer des communautés au sein de l'entreprise où l'IT va être un facilitateur de ces collaborations pour arriver à peut-être plus d'innovation, de performance, mais aussi d'humanité. Oui, alors ce collectif, il a toujours été fondamental dans les organisations parce que si les organisations existent, c'est bien pour créer de la valeur ajoutée en rassemblant des personnes. Mais il va devenir absolument crucial par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Il y a un risque avec les nouvelles technologies, avec l'expansion du télétravail, avec le distanciel, il y a un véritable risque de dispersion et de fragmentation du corps social dans l'entreprise. C'est-à-dire le risque à terme, c'est que chacun travaille de son côté et d'une certaine façon soit de moins en moins connecté, soit de moins en moins dans une relation d'échange constructif avec ses collègues. Donc là, le vrai défi d'aujourd'hui et de demain, c'est de trouver de nouvelles manières de travailler qui compensent cette tendance et qui permettent de retrouver de véritables relations constructives entre pairs, au sein des équipes, évidemment entre management et salariés. C'est un vrai défi pour aujourd'hui et pour demain. Et merci beaucoup. Et si on parle maintenant un sujet qui est assez crucial en toile de fond, c'est la raison d'être. Donc, les marques employeurs des entreprises ont-elles des impacts sur le recrutement et la fidélisation des collaborateurs? Comment, pareil, la raison d'être officielle
et officieuse au quotidien réussit à être à minima synchronisée pour ne pas créer de désillusion chez les talents et de créer un moteur de performance collective? Alors, cette raison d'être de l'entreprise, j'ai envie de dire, c'est le projet d'entreprise, hein, c'est qu'est-ce qu'elle apporte finalement au bout du compte pour le marché, voire pour le citoyen. Effectivement, ça compte de plus en plus aujourd'hui aux yeux de nos candidats, aux yeux de nos recrues. Peut-être parce qu'il y a aussi une montée en compétences progressive du travail et des candidats, et donc on a des gens qui sont de plus en plus en demande, effectivement, d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Et ma conviction, c'est qu'effectivement, la capacité qu'auront les entreprises à pouvoir décrire de manière simple, transparente leur projet, c'est-à-dire quelle est leur valeur ajoutée pour leur environnement, va compter de plus en plus pour attirer les salariés. Après, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir que les promesses soient suivies des faits. Tout à fait. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer, parce qu'on peut très bien vendre un projet, il faut ensuite montrer que ce projet, il est illustré au quotidien dans le travail des équipes. Et donc j'insiste dessus, l'un des enjeux fondamentaux pour les organisations en général, hein, pas que pour les entreprises, ça vaut aussi pour des associations, des administrations, ça va être de démontrer que ce qu'elles vendent en matière de finalité, d'intention, de projet d'entreprise, eh bien ça s'illustre dans les relations, dans l'organisation du travail au quotidien. Si vous vendez un projet tourné autour de l'autonomie, de la liberté, et que l'organisation du travail est extrêmement segmentée, contrainte et bureaucratique, il ne va pas falloir longtemps aux personnes que vous aurez attirées pour se rendre compte de la contradiction insurmontable et au bout du compte insupportable que ça va générer. Très bien, très bien. Alors une dernière question, si on sort un peu plus donc de la MNT et qu'on parle du secteur de l'assurance, que pensez-vous de l'attractivité de ce secteur et des enjeux, notamment peut-être, on peut parler des fintech, mais au-delà des autres secteurs d'activité, sur cette attractivité du secteur vis-à-vis des talents? Alors, c'est un secteur qui est passionnant parce qu'il se transforme extrêmement vite, notamment celui de l'assurance santé. On sait bien que de toute façon, la digitalisation aujourd'hui, elle est très fortement engagée, hein, elle est en cours, avec un impact très fort sur tous les métiers, on va dire, que ce soit la gestion, que ce soit le commercial. La gestion est en voie d'automatisation partielle. Le commercial teste aujourd'hui des techniques d'intelligence artificielle pour mieux comprendre et anticiper les enjeux du marché. Donc, c'est un secteur en pleine transformation. Comme tous les secteurs anciens, il peut effectivement souffrir d'une image, on va dire, un petit peu traditionnelle. C'est aux acteurs de ce secteur de montrer, de démontrer effectivement aux candidats potentiels qu'il est un de ceux qui se transforme en fait le plus rapidement. Je parle de l'assurance santé en particulier parce que le domaine de la santé aussi évolue très vite. Il est extrêmement aujourd'hui impacté par l'innovation technologique, par des enjeux de société que nous connaissons tous, bien entendu. Et les deux, l'un dans l'autre, effectivement, ça fait quelque chose de passionnant et qui évolue très vite. Il y a un enjeu de communication, effectivement, sans doute, de montrer que cette rapidité de changement, elle est là et que ça peut créer des parcours extrêmement intéressants pour des candidats qui aiment l'innovation, la technologie et les enjeux de société, parce qu'on est aussi au cœur, évidemment, d'enjeux de société extrêmement profonds. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, Frédéric Hanin. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.